On s'aperçoit que la science a permis de prévoir de plus en plus de choses considérées auparavant comme improbables. Je prends l'exemple de la météo. Le physicien Laplace disait que si on pouvait connaître la position et les forces qui animent toutes les particules de l'univers, alors on pourrait prédire l'avenir. Donc, est-ce que vous pensez que la science va nous permettre un jour de faire disparaître presque l'improbable? Et sinon de se transporter, de se téléporter, au moins de prévoir l'avenir. Si j'ai bien compris votre question. Merci beaucoup. Prévoir grâce à la science. Je ne sais pas, Jacques Attali, si... Je veux bien essayer de répondre aux questions qui m'étaient adressées en même temps. Allez-y, mais elle s'adresse à tous aussi, hein, s'ils souhaitent rebondir. Alors, vous aviez une question précise sur le microcrédit, mais vous en avez aussi une sur le rapport. Je vais répondre aux 4 des questions, puis ensuite je laisserai la parole pour les autres rapidement. Microcrédit, ça me ramène au fait qu'en dehors de la musique, il y a un autre axe très important pour moi de la prévision, c'est la démographie. Ça, c'est une chance à peu près certaine, on sait à peu près bien les tendances, et une des raisons pour laquelle j'ai choisi de m'engager dans la bataille pour la lutte contre la pauvreté, c'est parce que les tendances démographiques nous indiquent que nous allons vers une extraordinaire aggravation de la pauvreté à travers le monde. 4 milliards de personnes seront en dessous du seuil de pauvreté en 2050, et j'ai constaté que le microcrédit, la microfinance, puisqu'il faut plutôt l'appeler comme ça, est un outil fondamental, d'où l'organisation que je préside, Planète Finance, qui maintenant, dont Maurice est un des membres du Conseil, qui travaille dans 80 pays et qui lutte très efficacement. Si on doit donner un autre instrument, il y en a d'autres, il y en a au moins 3 ou 4 autres, mais le plus important de tous les autres dans la lutte contre la pauvreté, c'est la démocratie. Comme l'a démontré un prix Nobel d'économie indien, Amartya Sen, la démocratie permet la transparence, qui est la condition de la révolte contre les inégalités, et elle est la clé de tout. Les propositions, 316, le gouvernement en a appliqué la moitié. Bon, alors on peut penser que c'est la moitié de droite par rapport à la moitié de gauche, c'est possible, c'est pas loin d'être vrai, mais le président de la République m'a demandé de reprendre ce travail à la fois pour faire ce bilan, je pense que le bilan sera assez positif puisqu'en effet plus de la moitié des propositions sont appliquées, et de proposer de nouvelles choses que nous allons se proposer fin juin, parce qu'il y a beaucoup d'autres urgences qui sont apparues, en particulier avec la crise, mais c'est pas parce que les médias avaient insisté quelques minutes sur les taxis que le reste n'a pas été suivi, et vous verrez, vous devrez savoir assez facilement qu'un grand nombre de choses qui ont été faites viennent de ce rapport. Quelle est donc celle qui reste encore à appliquer, celle qui vous paraît la plus pertinente et que vous voudriez faire avancer? Tout ce qui concerne le marché de l'emploi et l'importance de la sécurité professionnelle, de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, ce que nous avons appelé flexsécurité, ce que nous avons appelé, parce que dans flexsécurité, il y a flexibilité qui, elle, a été très bien appliquée déjà, et il y a sécurité qui ne l'a pas été du tout. C'est-à-dire le fait de donner à tous les gens en situation de travail, de vouloir changer un travail ou de ne pas avoir du travail, un contrat de travail, parce que se former est une activité socialement utile, chercher un emploi est une activité socialement utile. Ça, c'est le grand axe qui a été microscopiquement mis en application dans les contrats de transition professionnelle. Sur Rome, je dirais rapidement une seconde que, en effet, l'Empire romain s'est effondré, enfin l'Empire romain d'Occident, au IVe siècle, mais comme vous savez, il n'a pas vraiment disparu parce qu'il s'est investi dans la totalité de la société occidentale. Et d'une certaine façon, c'est ce qui arrivera à l'Empire américain. C'est que l'Empire américain, un jour, disparaîtra, comme tous les empires, mais il s'insinuera, il s'est déjà insinué dans toutes les sociétés, et comme nous sommes tous, encore aujourd'hui, 2000 ans après, tous romains, regardez ce qui est autour de nous dans cette salle, nous serons tous sans doute pendant des milliers ou des centaines de siècles, parmi d'autres choses, américains ou anglo-saxons, dans certaines dimensions, et je l'espère aussi dans bien d'autres européens. Quant à la discussion sur est-ce que la science peut ou non permettre de prévoir, il m'arrive souvent de penser qu'il y a au fond 2 grands théoriciens de l'avenir. L'un, c'est Marx, parce qu'il disait qu'on pouvait prévoir l'avenir par la science, et il l'avait magnifiquement prévu, parce que quand on lit vraiment Marx, et pas tous ceux qui ont essayé de le déformer après, Marx disait que le socialisme viendrait après le capitalisme et pas à la place, donc c'est l'immense théoricien des grands mouvements de fond. Et puis l'autre, qui à mon avis est plus important, c'est Shakespeare. Shakespeare. Oui, parce que Shakespeare, quand vous lisez Shakespeare, vous vous rendez compte qu'il avait vraiment, lui, compris que l'histoire des hommes, c'est pas une histoire scientifique, c'est l'histoire de caprice et de passion, de folie et d'aventure, et que nous sommes beaucoup plus shakespeariens que marxistes. Et c'est beaucoup plus glamour que la science de ce point de vue-là. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Les scientifiques dans la salle vont pas... Alors,
Rome n'a peut-être pas anticipé, et notamment grâce à la science, ce qui lui est arrivé, mais vous qui avez une vision planétaire, là encore sans flagornerie, de fait, de travers votre marché, à travers votre métier, de l'activité commerciale, professionnelle, est-ce que un pays Europe, qui n'est pas encore le cas de l'Union européenne, a du sens, ou est-ce que ça vous paraît déjà dépassé, même en étant français, en vivant ici ? Avant de répondre, je voudrais réagir sur 2 points, si vous le permettez, très rapidement. D'abord, pour dire que tous les rapports ne finissent pas au cimetière des rapports. Nous avons, avec Jean-Pierre Jouyet, fait le rapport sur l'économie de l'immatériel. Près de 80% des préconisations de ce rapport ont été appliquées, et certaines qui n'ont pas encore été appliquées le seront, et il y a actuellement des discussions à ce sujet. Donc, tout ne finit pas dans ce fameux cimetière des rapports. Je vous le dis juste en passant. Les pouvoirs publics les lisent parfois. En tous les cas, moi j'ai eu le bonheur, comme Jacques, de voir qu'il y a des gens qui ont lu le rapport, et certains ont pu prendre quelques décisions qui ont conduit à la mise en œuvre de certaines de ces préconisations. Donc oui, cela arrive de temps en temps. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est qu'en fait, il faut bien séparer la prévision que l'on peut faire sur le probable, l'improbable, nous en tant que chefs d'entreprise, qui sont des prévisions à très court terme, par rapport à ce qui doit être fait par les politiques et qui sont, ou les philosophes, ou les intellectuels, qui sont à beaucoup plus long terme. Mon horizon est 2-3 ans, pas davantage. Et si je me trompe sur les 2 ou 3 prochaines années, je commets des fautes impardonnables parce que je mets en cause le sort de beaucoup de salariés. Donc, il faut toujours avoir cette idée en tête. Nous, les chefs d'entreprise, nous sommes plutôt des pragmatiques, et nous avons à prendre des décisions sur le très court terme et de manière extrêmement rapide. Sur l'Europe, la Chine était dans le milieu du 19e siècle la première puissance mondiale. Elle a disparu et elle revient en force. Elle est aujourd'hui 3e, elle sera probablement avant 2020 la 2e puissance mondiale, et probablement qu'à l'horizon 2040-2050 la première puissance mondiale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à une situation, et que ce qui pourrait être vrai aujourd'hui peut changer radicalement demain, et que si on tirait une droite aujourd'hui sur la dérivée de ce qui se passe actuellement en Europe, on peut dire que l'Europe est foutue. L'Europe est foutue parce qu'elle n'est pas unie, elle ne travaille pas dans la même direction, il y a des tensions à tous les niveaux et il n'y a pas de cohérence dans l'action. Et donc à partir de là, on peut se dire c'est fini, c'est un vieux pays dans lequel il n'y a plus d'espoir et tout est à remettre en cause. Et si on regarde aussi la manière dont les choses se passent dans les différents pays d'Europe, il faut bien constater qu'il y a une lente dérivée des glaciers et vers la fonte. Ne parlons pas des pays méditerranéens uniquement, ça se passe également dans les pays nordiques et plus près de chez nous. Comment est-ce qu'on réagit face à cela? C'est le sursaut. Tout à l'heure, Jacques Attali a mentionné la jeunesse et sa capacité à réagir ou à lâcher la rampe. Quand on se promène, Publicis s'est installé dans 109 pays. Quand on se promène dans les différents pays, ceux à forte croissance, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, l'Amérique latine, que ce soit certains petits dragons, ou même quelques pays de l'Europe de l'Est, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la jeunesse a envie, qu'elle a un appétit, qu'elle a soif, qu'elle a faim, qu'elle a envie de tout. Elle a envie de vivre, elle a envie de gagner, elle a envie de réussir. Nous sommes à la cité de la réussite. Elle a envie de faire des choses, elle a envie de se réaliser, elle a envie de tout simplement s'épanouir. J'ai l'impression que sur l'Europe, et c'est ça le plus grand danger, à mes yeux, c'est que cette envie n'est plus là.
ou en tous les cas, elle ne se manifeste plus de la même façon. Alors, est-ce que c'est le poids des contraintes? Est-ce que c'est le risque de voir que chaque fois qu'on bouge, on risque d'en prendre plein la gueule? Je n'en sais trop rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, même dans les pays où il y a beaucoup de vitalité, eh bien, c'est un peu triste. C'est commun à toute la jeunesse européenne que vous voyez ou juste à la jeunesse française? Dites les choses clairement si c'est ça que vous pointez du doigt. La jeunesse française n'est pas beaucoup meilleure que la jeunesse européenne. Et si vous regardez la jeunesse espagnole il y a quelques années, elle était beaucoup plus dynamique que la jeunesse française. La jeunesse britannique a connu une époque dans les années 90 qui était absolument fabuleuse. Mais on a l'impression qu'on est porté sur des périodes courtes, qu'on sait bien faire des marathons d'enthousiasme, des sprints d'enthousiasme, mais qu'on ne sait pas faire un marathon d'enthousiasme. Et donc, on a l'enthousiasme un peu chiche. Mais quel serait le facteur de démotivation alors? Qu'est-ce qui nous démotiverait? Qu'est-ce qui nous démotive? Qu'est-ce qui nous démotive? C'est la situation, c'est le sentiment qu'on n'est pas en charge de notre destin, que les pays à forte croissance bougent beaucoup plus vite, que les seules solutions que l'on trouve, c'est les délocalisations, et c'est donc qu'il n'y a pas d'avenir, et que on ne donne pas un projet, on n'a pas un projet. Quand vous regardez les grands pays, y compris les États-Unis, ils ont su se doter d'un projet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jacques sur... Il y aura une disparition, bien sûr, mais pas à court terme. Je pense qu'ils sont là pour longtemps. Et quand on voit ce qui se passe, il y a un rebond, un enthousiasme, une capacité de réagir qui est le résultat de décisions individuelles. Nous, on a l'impression, dans nos pays d'Europe, que nous attendons tout du ciel, nous attendons tout de l'État-providence, donne-nous la direction, dis-nous où on va, dis-nous le projet, prends-nous en charge, fabrique-nous un avenir. Mais bon Dieu, quand vous regardez, y compris dans un pays aussi organisé que la Chine, c'est fini. La Chine donne la direction d'un plan, c'est très organisé, c'est très structuré, mais vous voyez la vitalité de la jeunesse en Chine, que ce soit à Shanghai, que ce soit à Pékin ou que ce soit à Chengdu, ils ont un appétit de conquête, un appétit de réussite, un appétit d'apprendre, de se remettre en cause et de recommencer, que nous n'avons plus, que nous avons perdu. J'ai l'impression qu'on est repu de notre passé. Je vous relancerai dans un instant parce que, évidemment, la question qui nous vient tout de suite, mais ne répondez pas tout de suite, mais c'est comment en sortir, quoi. Bon, je vais réfléchir, hein, ça va me demander du temps. Thierry Derez, la crise, les financiers et les assureurs parmi les financiers, ils n'ont pas tous réagi de la même façon, ils n'ont pas tous anticipé de la même façon. La question qui vous était posée, c'est celle de votre responsabilité collective. Comment vous analysez ça? Ne nous dites pas tout va bien chez nous, chez les mutualistes, hein, parce que vous avez bien agi, mais tout de même... Alors, premièrement, je pourrais utiliser toutes les formules du repentir, mais ça jetterait une ombre sur cette assemblée, et je vais répondre à votre question par une devinette dont j'espère qu'elle sera relativement confortable à élucider. J'ai demandé de l'argent à l'État. J'ai demandé des garanties sur mes actifs à l'État. J'ai en magasin des actifs toxiques dont je n'ai pas encore complètement réussi à me débarrasser. Je continue à faire comme si la crise était plutôt derrière nous. Qui suis-je? Un banquier français ou un banquier américain? Eh bien, je suis un banquier. C'est ce qu'on appelle botter en touche, pardonnez-moi. La question, c'est sur les assureurs. Comment reconnaît-on, lorsqu'il se promène dans la savane, un banquier d'un assureur? On reconnaît très simplement le banquier de l'assureur à ce qui paraîtra aux yeux de chacun un tout petit détail, à savoir, l'assureur commence par vous demander de l'argent. Ce signe ne trompe pas. L'assureur, il encaisse les primes et après,
Si les sociétaires, les clients, sont confrontés à un malheur, ils payent ce que l'on appelle des sinistres. Ceci étant, personne n'est obligé d'avoir des sinistres. Que fait le banquier? Le banquier vient vous voir, toujours dans notre belle savane, avec une proposition qui consiste à vous donner de l'argent et à vous dire, vous me le rendrez, bien entendu, aussitôt que vous pourrez, majoré de quelques petits intérêts, de sorte que je puisse nourrir ma nombreuse progéniture. C'est toute la différence entre la banque et l'assurance, et ça explique pourquoi, si on doit rechercher des éléments qui aient causé la crise, on doit, à mon sens, plutôt les rechercher parmi les banquiers que parmi les assureurs. Non pas en vertu d'une qualité managériale, intellectuelle, institutionnelle, qui serait propre aux assureurs, ce serait mentir, et ça serait même, pour tout dire, improbable. En revanche, la structure même du métier fait que l'assurance n'est pas assujettie à la mort subite qu'on appelle la crise de liquidité. L'assureur peut mourir, bien entendu, de tas de choses, mais il ne peut pas mourir de cette mort subite qu'est la crise de liquidité. Comme la crise financière, je ne parle pas de la crise économique, mais comme la crise financière a en premier lieu été une crise de liquidité, il me semble que les assureurs, même s'ils le regrettent, n'étaient pas équipés pour générer cette crise. Attendez, excusez-moi, mais il y a un truc qui ne peut pas aller dans le raisonnement, parce que parmi les établissements américains qui se sont cassés la figure, il y en a un qui fait de la banque et de l'assurance, beaucoup d'assurance, premièrement. Deuxièmement, votre métier, c'est aussi de placer cet argent que vous commencez par nous demander, et qui représente des milliards. Et là, selon la façon de raisonner des uns et des autres, tous n'ont pas réagi de la même façon dans la crise, mais certains ont placé, y compris chez Madoff, pour prendre l'exemple le plus symbolique, de l'argent n'importe où, dans tous les produits toxiques. D'autres ont refusé de le faire. Quelle est la part de responsabilité des assureurs, au-delà de votre explication systémique, structurelle, quand même, dans cette crise? C'est ça la question. Oui, mais donc répondez-y peut-être plus franchement, quand même. J'essayais d'abord de donner une distinction entre la banque et l'assurance sur la responsabilité relative dans la crise. On est d'accord, on a compris. Il y a un assureur qui a connu un renflouement. Cet assureur, c'est AIG, l'américain. Mais il a connu un renflouement à cause de son éloignement des métiers de l'assurance. L'activité d'assurance d'AIG, toujours répertoriée comme activité d'assurance, était devenue moins de 20%, non pas du bilan, mais simplement des activités d'AIG. Donc AIG était devenu, au fil des années, un conglomérat financier. AIG est tombé à cause des subprimes. AIG est tombé à cause de ses produits structurés. AIG est tombé à cause de la titrisation. Donc j'ai donné là quelques indications sur ces produits qui sont des produits financiers complexes. Et ces produits financiers complexes, certains, et notamment cet assureur AIG, en a été extrêmement friand. Le problème de ces produits financiers complexes, c'est qu'il y a un côté pochette surprise. Et dans une pochette surprise, vous ne savez pas toujours ce que vous allez trouver. Donc, prenons l'exemple de la titrisation. La titrisation, on vous met un peu de créances obligataires, un peu d'actions, un peu de créances hypothécaires, un tout petit peu, pour épicer sans doute, de portefeuille d'assurance automobile, un petit peu de portefeuille habitation, quelques cat bonds, des bons assis sur des catastrophes climatiques, etc., etc. Vous secouez, et puis après vous dites, c'est très beau. Prenez-en, c'est très beau, c'est sûr, c'est garanti. C'est ce que les banquiers viennent vous proposer encore aujourd'hui? C'est ce que les banquiers nous ont proposé jusqu'en gros début 2008. Et c'est ce que les banquiers, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec un peu d'inquiétude, les banquiers ont repris la proposition de ce type de produit. Ça signifie très clairement qu'aucune leçon n'a sérieusement et vraiment été tirée de la crise. On est donc aujourd'hui dans cette configuration où la mémoire, tout à l'heure Jacques Attali parlait de l'utilité de la mémoire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière financière, elle est apparentée à celle à peu près d'un poisson rouge. Je rappelle que le poisson rouge fait le tour du bocal, il est enchanté par le paysage qu'il voit, qui pour lui est intégralement nouveau. Je me permettais de penser que dans le petit monde financier,
que j'ai intégré avec humilité, avec beaucoup d'admiration, la portée mnémonique était légèrement supérieure à cela. Donc la crise, elle vient de ce que chacun essaie de mélanger un peu les produits, de créer un peu d'illusion, de rendre plus jolies des choses qui ne le sont pas. Il y a une notion très très simple. Comment, sur le long terme, pouvoir rémunérer à 10, à 15, pourquoi pas à 20% par an en vitesse de croisière, alors que vous avez dans le même temps une économie qui péniblement grandit de 3 ou 4%. Oui. Il y a un hiatus, cette distorsion sur la longue durée, elle ne peut pas exister. Je voulais aussi faire un commentaire en réaction par rapport à ce qu'a dit Maurice Lévy. Vous avez évoqué un horizon pour l'entreprise qui est de 3 ans, hein, dans votre activité. C'est aussi une notion qui différencie l'assurance des autres métiers. Dans l'assurance, je pense que c'est la raison pour laquelle une part importante et flatteuse est réservée dans les travaux de Jacques Attali à l'assurance, c'est que notre horizon à nous, dans l'assurance, il est sur plusieurs décennies. C'est facile à comprendre. Lorsque nous réglons un sinistre qui survient dans la personne d'un individu très jeune, notre engagement va durer aussi longtemps que son espérance de vie. Donc on est en présence de sinistres qui vont être en règlement sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans, ça existe. Et donc notre gestion ne doit pas être corrélée à des cycles qui sont courts. Raison pour laquelle la MAF, vous pouvez lui faire confiance, a continué à servir de bon taux, premièrement, à payer tous les sinistres liés à Klaus et à Xynthia, plus Quinten, plus la grêle. Donc la MAF, pendant cette crise, est restée, comme nous l'aimons, efficace et pas cher. Alors, je vais me moquer de la salle. Et en plus, ça vous fait applaudir. C'est quand même incroyable. Alors, c'est quand même, pardon, parce qu'il y a quelque chose de passionnant dans ce qui vient d'être expliqué par Thierry Derez, sincèrement. C'est terrifiant ce que je viens d'entendre, ce que nous venons d'entendre de la part d'un financier, d'une certaine mesure, sur l'absence de mémoire à propos de la crise financière. Oui, c'est vrai, mais M. Derez me permettra, pour le plaisir de la conversation, de lui dire que je ne suis pas d'accord du tout. Et que... Mais c'est juste pour le plaisir de la conversation. Que je vois au moins à l'assurance 3 responsabilités dans cette crise. Une responsabilité sur le passé, une responsabilité sur le présent et une responsabilité sur l'avenir. Responsabilité sur le passé. La principale cause de la crise, ça a été le développement des produits spéculatifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont été développés? Parce que l'industrie de l'assurance américaine pour les fonds de pension s'est rendu compte trop tard que l'allongement de l'espérance de vie n'allait pas leur permettre de servir les retraites qu'ils avaient promis, et ils ont été obligés de se focaliser sur des produits casinos pour avoir les rentabilités nécessaires pour payer les fonds de pension, les retraites qu'ils avaient promis. Et donc l'assurance a joué un rôle majeur parce que c'est elle qui a poussé au développement des produits toxiques. Elle est à la cause du développement des produits toxiques pour cela. Une certaine forme d'assurance parce qu'une certaine forme de retraite. À cause des retraites de capitalisation, premièrement. Deuxièmement, dans la gestion concrète de la crise. L'assurance a malheureusement été au cœur de la gestion concrète de la crise parce que non seulement AIG, vous l'avez tout à fait bien dit, avait nourri en son sein une banque qui en effet a fait non pas l'essentiel du chiffre d'affaires, mais vous l'avez dit, l'essentiel des profits et puis des pertes, mais parce que l'assurance a laissé se développer un produit d'assurance incroyablement sophistiqué, incroyablement nécessaire, mais qui est devenu incroyablement pervers, qui s'appelle les crédits default swap. C'est-à-dire les mécanismes d'assurance sortis du système d'assurance que les assureurs ont ensuite récupérés pour faire des profits fantastiques avec et qui ont lavé tout le monde de toute responsabilité. C'était le règne de l'irresponsabilité générale que les assurances ont couvert. Et pour l'avenir, c'est encore pire. Pourquoi c'est encore pire? Je vous ai dit que c'était pour le plaisir de la conversation, alors ne quittez pas la conversation. Pourquoi c'est encore pire? Si vous voulez, on peut changer de rôle. Non, pardonnez-moi, mais si vous voulez... Attendez, je voulais finir. Oui, j'ai compris. Entre le présent, le passé et l'avenir... L'avocat que vous êtes aura la parole après le procureur. C'est normal. Oui. Pourquoi pour l'avenir? Parce que pour l'avenir,
qu'est-ce qui est en train de se passer? Et vous ne savez mieux que personne, nous en avons d'ailleurs parlé un peu avant. Il est en train de se mettre en place une règle qui s'appelle Solvabilité 2, dans laquelle vous êtes contre aussi, mais elle est en place. Qu'est-ce que c'est Solvabilité 2? C'est une règle qui va vous obliger à une prudence extrême dans un univers d'extrême obscurité, parce que j'oublie de dire que si les banques sont très coupables, les banques sont au moins tenues de respecter certains ratios et de transparence que les assureurs ne font pas. Parce qu'il n'y a aucun organe international d'assurance, alors qu'il y a la BRI qui assure une transparence des banques. Mais il n'y a pas de BRI des assurances. Mais pour l'avenir, à cause de Solvabilité 2, vous allez être obligé de mettre tout votre argent en bons du Trésor. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est absolument magnifique. Les assureurs vont mettre tout leur argent en bons du Trésor. Alors quand on regarde avec ça un point de vue de Sirius, moi, assuré, je vais donner mon argent de cotisation d'assurance à une compagnie d'assurance qui va le placer en bons du Trésor, qui va financer uniquement le déficit de l'État. Et donc moi, avec mon assurance, je vais financer uniquement le déficit de l'État. À quoi sert une compagnie d'assurance? À être uniquement un organe de gestion de la dette publique. Bravo. On est passé d'un débat sur l'improbable et sur notre civilisation, à l'instar de Rome, à un débat sur improbable sur l'assurance. Mais ça reste passionnant. Allez-y, Thierry Derez, je vous en prie quand même, là, vous avez... Alors, quand je suis rentré dans l'assurance, je savais que j'épousais une carrière difficile. Mais à ce point-là, je ne le soupçonnais pas. Parce que quand on reprend les arguments qui ont été avancés par Jacques Attali sur le ton de la conversation, et je vais donc répondre moi aussi sur le ton de la conversation, nous sommes responsables du passé. Venons-y. Il n'y a pas en France de fonds de pension. C'est d'ailleurs un des problèmes pour le futur de l'équilibre de l'économie. La crise n'est pas française. Oui. C'est d'ailleurs un des problèmes pour le futur de l'économie, notamment européenne. Donc nous sommes responsables du passé pour une activité que nous, assureurs européens, sauf un pays, ne pratiquons pas. La Donc, nuance est clé. je dis simplement, sur le passé, j'invoquerai au moins le bénéfice du doute. Et de l'Atlantique entre les deux. Ensuite, sur le présent, sur la gestion des crédits défaut de swap, également dit CDS, mais il n'y a pas que ces produits-là, il y a aussi un nom qui fait peur aux dirigeants d'entreprise qui s'appelle l'ABS. Donc grosso modo, tout ce qui est crédit structuré. On a dans les bilans des compagnies d'assurance pratiquement pas trouvé de ce type de produit sur le marché européen. Troisième remarque, en ce qui concerne le futur, nous nous voyons reprocher par monsieur le procureur de la République, Jacques Attali, de subir une mesure contre laquelle nous nous battons. Il y a un paradoxe. Toute l'assurance européenne est vent debout contre ces futures normes de solvabilité qui, en fait, ont pour conséquence de dénaturer le rôle des assureurs en tant qu'agents économiques. Eh bien, même cela, même ce contre quoi, avec énergie, celle des assureurs, donc c'est très limité, avec le tonus dont nous pouvons faire preuve, là non plus ça ne va pas bien loin, ce contre quoi nous nous battons nous est imputé à charge. Mesdames et messieurs... Ça va. Ouais. Bon, alors... N'oubliez pas ce qu'a dit Jacques Attali. L'avenir est à l'assureur et au spectacle. Bon, vous assurez ça parfaitement bien. Alors, à vous à nouveau, pour relancer la conversation aussi aimablement que nos invités. Alors, la salle, mademoiselle, ici. Voilà, très bien, voilà, là, allons-y. Court, qu'on en prenne plusieurs. Excusez-moi, je vais relancer le débat sur quelque chose de plus prosaïque que les assurances. Donc, je suis psychiatre. Je voulais revenir sur l'histoire de la position dépressive des jeunes dans nos pays. Je suis témoin, en effet, étant donné que je vois beaucoup de jeunes et d'enfants qui, en effet, cette position dépressive, ils ne rêvent pas, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ils vont pour avoir des notes.
très peu pour savoir. Enfin, la question, je ne sais pas pourquoi je vais à l'école, c'est pour avoir des notes, pour me faire, pour que maman et papa soient contents. Il y en a même qui rêvent d'être chômeurs. Voilà, donc ils savent pas, ils n'ont aucun rêve. Et plus loin de ça, je pense qu'une des causes de ça, c'est qu'on ne les responsabilise plus. Ils ne s'intègrent plus dans un système de dons et de dettes. Ils ne se mettent plus à la place. Il n'y a plus d'empathie. En fait, nos jeunes ne se mettent pas à la place de leurs parents parce que les parents ne les incluent pas dans cette relation de dons et de dettes. Merci. Et donc l'empathie et tout ça, les responsabilités, je pense que c'est un remède. Merci. Est-ce que vous voulez bien faire passer le micro en haut au monsieur qui... Voilà, un peu plus haut. Ce sera le représentant. Merci. Bonjour. Je vais rebondir sur les propos de la dame. Elle a parlé de plus de dons et de dettes et plus d'empathie, mais c'est finalement le capitalisme d'aujourd'hui qu'elle décrit. Alors, je suis pas un dangereux gauchiste, hein, je travaille dans une banque d'affaires anglo-saxonne. Si la jeunesse d'aujourd'hui, je pense en Europe, a plus envie, c'est parce qu'elle a peut-être plus envie dans le capitalisme d'aujourd'hui qui a été construit par la génération de Maurice Lévy. Et je trouve ça un peu facile de rejeter la faute sur la génération d'aujourd'hui qui a perdu la finalité et qui a perdu le sens dans un univers qui finalement n'est pas le sien et qu'elle n'a pas voulu, qu'elle subit plus qu'autre chose. Et faire porter la responsabilité sur la génération qui vient alors qu'elle est à mon sens beaucoup plus due à la génération qui est venue et qui a construit ce capitalisme, honnêtement je trouve ça un peu lâche. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous en prenez tous pour votre grade. Donc ça, c'est monsieur là-bas. Monsieur, oui, je voudrais qu'on donne le micro. Je crois que c'est un monsieur ou une mademoiselle, pardon, je ne vous voyais pas bien. Avec les... Voilà, mademoiselle en rouge, qui leviez la main. Désignez-vous un peu plus à l'hôtesse avec le chapeau. Voilà. Merci. Mademoiselle... Mademoiselle, j'adore. C'est la distance, sûrement. Ça, c'est moins bien, oui. J'avais plus Madame. Une question sur un paradoxe. On a entendu que je reviens sur le cœur du sujet qui est prévoir l'improbable. On a entendu qu'une des raisons, une des recettes était la précarité et tout en restant dans la confiance. La conscience de la précarité. Et aussi la confiance pour pas, enfin c'est ce que j'ai compris, la précarité, l'idée de la précarité, mais aussi la confiance. Et j'ai l'impression que tout ce qui est établi dans notre société aujourd'hui tend à gommer la précarité, y compris ce dont parlait Bernard Thibault hier dans ce même amphithéâtre et qu'a renouvelé aujourd'hui Monsieur Attali, la sécurité sociale de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Il y a un paradoxe, comment le gérez-vous? Est-ce qu'il existe vraiment? Et comment peut se gérer ce paradoxe? Merci. J'ai une autre question sur la Chine, pardon. Vous avez mentionné tout à l'heure la liberté individuelle, c'était Monsieur Attali, comme une des conditions, la liberté individuelle comme condition de la précarité de l'évolution. Est-ce qu'en Chine, dont on voit bien le progrès, dont on voit bien tout l'appétit, qui a été décrit avec beaucoup de passion, la liberté individuelle est au cœur de cette passion, ou pas? Merci. La Chine. Une dernière question, peut-être là-bas, monsieur, au fond. Voilà. Allons-y.